Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Mohamed Oussini et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Je vais vous présenter un webinaire sur la conception et l'optimisation d'une antenne dipolaire autour des 2.45 GHz avec CST Studio Suite. Pour rappel, nous réalisons un webinaire par mois sur le sujet de la simulation, de la conception et du système engineering. Ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas à envoyer vos idées du sujet à l'adresse 3dx@keonis.com. Nous avons également un menu site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Ce webinaire est divisé en deux grandes parties. La partie 3D de CST Studio Suite qui contient un peu de théorie, de la conception, de l'optimisation et des post-traitements d'une antenne dipolaire, et une deuxième partie électrique et la simulation. Dans ce webinaire, je vais vous présenter la conception et l'optimisation d'une antenne dipolaire pour capter les signaux Wi-Fi. Cette conception est réalisée à l'aide de la co-simulation électromagnétique et électrique disponible dans CST Studio Suite. Cette fonctionnalité de co-simulation permet de coupler dans notre cas la résolution entre le solver 3 dimensions transitoire, FIT, Finite Integrate Technique, et les Integration Technique et les solvers électriques. C'est une des forces de CST Studio Suite de pouvoir concevoir l'architecture complète du récepteur dans une seule interface utilisateur, en prenant en compte les champs électriques et électromagnétiques 3 dimensions et la schématique électrique. Je vais vous montrer également comment visualiser les champs électromagnétiques autour de l'antenne, ainsi que les tensions et les courants à la charge après l'insertion des blocs dans le récepteur. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, j'ai souhaité avant vous faire un petit rappel sur les domaines couverts par CST Studio Suite. Micro-ondes et fréquences radio et optiques. EDA Electronics ou bien conception assistée par ordinateur pour l'électronique. Compatibilité et interférence électromagnétique. Dynamique des particules. Statique et basse fréquence. Aujourd'hui, je vais utiliser l'application antenne de la partie micro-ondes. Comme dit précédemment, l'objectif principal de ces webinaires est d'abord la conception et l'optimisation d'une antenne dipole demi-onde autour de 2.45 GHz. Et ensuite, délayer la conception électromagnétique à la simulation électrique d'une telle manière afin de trouver la tension électrique induite au bord du charge qui capte les signaux Wi-Fi. Pour cela, je vais faire quelques rappels théoriques nécessaires à cette conception. Comme vous savez, une antenne dipole demi-onde est constituée de deux conducteurs, quarts d'onde, mis bout à bout sur une longueur totale d'environ lambda sur 2, ou bien longueur d'onde divisée par 2. L'application d'une tension oscillante Vt entre les deux éléments de ces antennes entraîne des oscillations sinusoïdales où la distribution des courants est celle d'une onde stationnaire, comme vous voyez ici. Cette distribution des courants est approximativement sinusoïdale sur la longueur du dipôle, avec un nœud à chaque extrémité, là, la couleur bleue, et un ventre au centre. L'énergie du courant fournit l'énergie rayonnée sous forme d'ondes radio avec des champs lointains existant sur un rayon R2 ou bien plus grande que R2. R2 n'est que le rayon de Fraunhofer. Les champs électriques θ et les champs magnétiques HφI lointains sont donnés par ces deux équations.
Les diagrammes des rayonnements du dipôle en 3 dimensions montrent bien l'omnidirectionnalité de ces derniers à côté des deux plans d'azimut et d'élévation. Passons maintenant à la phase de conception. L'antenne filaire la plus pratique est l'antenne dipolaire. Beaucoup d'études ont été faites durant les dernières décennies au niveau des géométries de cette antenne pour obtenir les performances les plus pertinentes. La longueur et les rayons du dipôle ainsi que le jet entre les deux conducteurs quarts d'onde sont dessinés par L, R et G et sont donnés par ces équations. Par ces équations ici à gauche, c'est clair que ces dimensions dépendent principalement de la fréquence des résonances prises à 2.45 GHz. Ensuite, on a choisi les discrete phase ports, d'accord, comme porte d'excitation de notre antenne. La partie réelle de l'impédance d'entrée d'antenne, R entrée, est calculée à partir de la résistance des rayonnements du dipôle demi-onde, qui vaut 73 ohms. Il faut insérer cette valeur dans le discrete phase port afin d'assurer une bonne adaptation en entrée. Avant de lancer la simulation, il faut vérifier plusieurs choses, comme les conditions aux limites. Dans ces cas, nous voulons simuler l'antenne dans un espace ouvert. Pour cela, il faut utiliser l'option Open Add Space. Dans toutes les directions, ici, Apply in all directions, ce qui représente en réalité la chambre anéchoïque. Ensuite, on choisit dans les solvers transitoires moins 60 dB ou moins 40 dB pour assurer que la majorité de l'énergie injectée est absorbée par l'antenne. Les signaux d'excitation est par défaut gaussien et l'émaillage hexaédrique est bien raffiné autour des dipôles. Le résultat de la simulation montre que la fréquence des résonances est un peu décalée de notre valeur souhaitée qui vaut 2.45 GHz. Ici, on a 2.49 GHz. Ce qui demande évidemment une optimisation des paramètres. Donc, je vais commencer par vous présenter l'optimisation de la longueur du dipôle. Donc là, évidemment, les paramètres qui agissent directement à la fréquence des résonances, c'est L, c'est la longueur de notre dipôle. C'est pour cela, on va directement à Optimizer, on choisit L, d'accord, qui a une valeur initiale 57 mm, qui est là. Et ici, c'est quoi min et max? Ici, on a choisi 20%, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 57 moins 20% des 57, c'est-à-dire 51.3. Et 62.7, c'est 57 plus 20% des 57. Mais vu que notre fréquence actuelle à 57 mm est pas trop loin de l'objectif qui est 2.47, on peut diminuer ça à 10%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a 57 moins 57 fois 0.1. C'est-à-dire cette valeur 51.3, c'est 57 moins 5.7 et 62.7, c'est quoi? C'est 57 plus 5.7, c'est 10% des 57. Ensuite, l'algorithme ici le plus convenable, c'est Trust Region Framework, puisqu'on n'a qu'une seule variable et c'est pas difficile comme dispositif à optimiser. Ensuite, on va préciser notre objectif. Supposons qu'on n'a rien ici, qu'on n'avait rien. Donc, on va ajouter Add the new goal. Ensuite, il faut jouer sur quoi? C'est quoi l'objectif? C'est que les paramètres S11, coefficient de réflexion en décibels, est égal à combien? À 2.45. Vous voyez, movement. Donc, on va décaler le minimum des S11 en décibels jusqu'à 2.47 GHz. OK? Ensuite, on clique ici à OK. Évidemment,
ici, j'ai oublié de mentionner qu'on a comme précision, on a demandé 1%, c'est-à-dire l'optimizer a 1% des tolérances. Ensuite, une fois on a sélectionné notre objectif, on applique sur Apply et Start. Donc voilà, j'obtiens le résultat suivant. Nous voyons bien que la fréquence des résonances obtenue est bien décalée à la fréquence souhaitée de 2.45 GHz. Je vais vous présenter également les post-traitements des résultats. Maintenant, on va visualiser la cartographie des champs électriques, magnétiques, courant de surface, densité d'énergie, etc., etc. On clique sur champ électrique à 2.45 GHz. Évidemment, c'est clair selon la couleur que l'intensité des champs électriques augmente tout en arrivant ou tout en s'approchant du bout du dipôle, ce qui colle bien avec la partie théorique. Évidemment, nous, on ne peut pas, par cette méthode, déterminer exactement les champs électriques à chaque millimètre et à chaque position sur cet axe ou sur ce dipôle en regardant cette figure. Pour cela, on a besoin des post-traitements. Donc, tout simplement, on clique sur Post-Processing, Result. Évidemment, on va voir la courbe ou une courbe E qui relie les champs électriques, l'amplitude des champs électriques en fonction des coordonnées, évidemment ici en fonction des Z. C'est pour cela, et puisque les champs électriques existent sous l'arborescence de D3D, on choisit parmi toutes ces familles de D3D. Ensuite, on choisit Evaluate Field and Arbitrary Coordinates. Pourquoi? Tout simplement, puisque comme j'ai dit auparavant, on veut E en fonction des coordonnées. Ici, on trouve tous les résultats qu'on a trouvés ici dans 2D, 3D. Donc, on clique sur le champ électrique E. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude, magnitude. On ne veut pas un résultat sous forme d'un valeur. On veut seulement, ou bien on veut tout simplement une courbe. D'accord? Donc, one dimension, une dimension. Ensuite, la direction, l'axe des horizontales doit être Z. Ici, X, on va le mettre petit r sur la surface du cylindre. Ici, 0 à l'origine. Et évidemment, ici, entre moins L sur 2 jusqu'à L sur D. Dans ce cas, on couvre l'intégralité ou bien la longueur totale de notre dipôle. OK, ensuite evaluate. Donc voilà, de cette manière, on peut regarder, on peut regarder les champs électriques en fonction des Z. D'accord? Donc c'est clair. Au bout de notre dipôle, vers 28.3 mm, on a l'intensité des champs électriques qui vaut à peu près 64 000 volts par mètre. Je profite ici aussi pour voir le diagramme des rayonnements de notre dipôle. Évidemment, notre dipôle, c'est des types dipolaires, filaires, donc c'est omnidirectionnel. Donc c'est clair que notre dipôle a cette forme, qui est la forme d'une antenne omnidirectionnelle. On peut aussi en fait regarder les dipôles en même temps que le diagramme de rayonnement, comme on peut voir ici. Je vais juste diminuer. Donc ça, c'est la jaune, c'est notre dipôle. Et celui-là,
le plan azimut et les plans élévateurs de notre diagramme de rayonnement. C'est clair que au niveau des directivités, on a 2.05 dBi et aussi au niveau de efficacité totale, on a moins 0.02 décibels, ce qui vaut à peu près 0.9 comme valeur réelle. De toute façon, on a la possibilité de regarder l'efficacité ici, total efficiency, en linéaire à la fréquence qu'on souhaite, c'est-à-dire à 2.45, et on trouve bien que notre efficacité totale, c'est à peu près 0, ou c'est 0.983, ce qui correspond bien à cette valeur qu'on a vue dans le diagramme des rayonnements. Évidemment aussi, ici, on peut regarder les diagrammes des rayonnements autrement, sous forme 1D ou bien polaire, et sous forme 2D avec l'intensité en fonction de U et de V, et ainsi de suite. Passons maintenant à la deuxième partie de ces séminaires sur les couplages avec la partie schématique électrique et co-simulation. L'antenne est maintenant en réception et reçoit les ondes électromagnétiques comme montré ici. Les champs électriques des ondes entrantes poussent les électrons dans les tiges d'avant en arrière, chargeant les extrémités alternativement positivement et négativement. Étant donné que la longueur de l'antenne correspond à lambda sur D, les champs oscillants induisent des ondes stationnaires de tension et des courants dans les tiges. Les courants oscillants en flèche ici noire circulent le long de la ligne de transmission et à travers le récepteur ici montré par grand R. Schématiquement, nous pouvons décrire les comportements d'un terminal radiomobile de la manière suivante. À l'émission, le signal est traité par les blocs numériques, puis modulé à une fréquence F porteuse, qui est généralement beaucoup plus forte que F bande de base. Okay? Ensuite, amplifié et transmis à l'aide de l'antenne. À la réception, le signal RF reçu par l'antenne est ramené en BB ou bande de base ou démodulé, converti en numérique via les convertisseurs analogiques numériques CAN, avant d'être traité par les DSP et à la fin récupérer notre message transmis. Désormais, nous nous concentrerons sur la chaîne de réception. Celle-ci est composée d'une antenne qui reçoit les signaux utiles et indésirables. La sélection du canal utile s'est faite par filtre passe-bande analogique à fort facteur de qualité, comme les filtres à ondes de surface SAW. Par exemple, compte tenu du faible niveau du signal ou des signaux à la réception, qui est de l'ordre de moins 100 dBm, ces systèmes nécessitent un amplificateur RF qui introduise très peu de bruit, d'où son nom d'amplificateur à faible bruit, ou bien en anglais Low Noise Amplifier. Les passages des fréquences radio ou des fréquences super hautes F porteuses aux basses fréquences peut s'accomplir en une ou plusieurs étapes. Les mélangeurs est l'élément qui accomplit le plus souvent cette opération. Ensuite, on a l'amplificateur à gain variable VGA1 qui permet de limiter le niveau à l'entrée du filtre anti-repliement FAA. D'accord? Un deuxième amplificateur à gain variable, VGA2, va ramener le niveau des signaux les plus forts à la pleine échelle du convertisseur analogique numérique CAN.
Ce convertisseur CAN va à son tour numériser le signal. Le décimataire va ralentir le débit des données avant le traitement numérique qui nous donne le signal transmis. Parmi les nombreux composants du bloc récepteur, on va implanter seulement l'amplificateur du signal et une ligne de transmission pour représenter les délais temporels et les déphasages fréquentiels entre les signaux transmis et les signaux reçus. Mais juste avant, nous devons mettre notre antenne en mode de la réception ou en mode de réception, pardon, dans la partie 3D. Pour cela, on définit une onde plane, puis choisir la polarisation linéaire, vu que notre antenne est de type linéaire, avec EZ est égal à 200 volts par mètre, par exemple. On peut mettre 100, ça dépend. Et définir cette onde comme la source d'excitation. D'accord? Donc, source type, évidemment, si vous tapez ici, vous trouvez plane wave et discrete phase port, port 1. Comme source d'excitation, on doit mettre plane wave. On voit à droite la propagation du champ électrique EZ vers le dipôle. Ces champs commencent à la frontière en couleur verte, autour des 200 volts par mètre, et en arrivant au bord de l'antenne, augmentent comme prévu. D'abord, on commence par voir la relation qui nous permet d'implanter correctement la ligne de transmission TL afin de trouver les délais temporels en fonction de la longueur de cette ligne et la relation entre le déphasage fréquentiel et les délais temporels. Supposons maintenant que le signal transmis est V1 et le signal reçu est V2. Évidemment, le signal reçu a un déphasage delta phi par rapport au signal transmis. Une simple factorisation dans l'équation de VD nous permet de trouver VD en fonction de V1. Donc VDT égale V1T plus delta T, avec delta T égale delta phi sur dpi F. De cette manière, on trouve la relation entre le délai temporel delta T et le déphasage fréquentiel ou bien le déphasage delta phi. D'accord? Ensuite, et comme la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide est C, vitesse de la lumière, ce qui est tout simplement la division entre le déplacement élémentaire de l'onde sur un temps élémentaire, on déduit avec cette équation, on déduit des choses. La relation fameuse entre dl et dphi et la relation entre delta t et delta l. Prenons les délais temporels, par exemple, delta t égale 1 nanoseconde, par exemple. Dans ces cas, la longueur de la ligne de transmission, après le calcul, doit être à peu près 300 mm. Et le déphasage issu de ces délais est 0,9 pi à 2,45 giga, évidemment. Implémentons maintenant ces déphasages dans la partie schématique des CST ci-de suite. On va sélectionner une ligne de transmission TL et choisir 300 mm comme longueur, donc ici. Ensuite, nous sélectionnons les solvaires transitoires parmi tous ces solvaires, d'accord, comme solvaire des circuits, avec l'option des co-simulations ici. C'est essentiel. La co-simulation permet de prendre en compte tout l'aspect de la simulation électromagnétique qui a été réalisé précédemment dans la partie 3 dimensions et de la coupler avec la partie électrique schématique ici. Ensuite, j'ai défini une charge de 50 ohms ici à la fin et des sondes probe ici et probe ici qui sont représentés en ce schéma équivalent par V entrée et V sortie. D'accord, pour visualiser les tensions et les courants avant et après la ligne de transmission.
Pour visualiser les délais temporels, on clique sur TD, Time Domain Voltages, qui nous permet de voir les tensions en fonction du temps, tension transitoire. Et c'est clair, le bleu, c'est PR, et jaune, ou presque la jaune, c'est pre-delay, c'est après, c'est à côté du charge. On voit clairement que la différence, c'est 1 nanoseconde. Au niveau des déphasages, c'est bien 162 degrés, ou bien ce qui vaut en radians, c'est 0,9 pi. D'accord? On peut aussi visualiser les courants en fonction du temps en cliquant sur TD, Time Domain Current. Évidemment, les courants ont la même forme de la tension. Pourquoi? Puisque notre charge est purement réelle. Il ne s'agit que de R. S'il y a des L et C, évidemment, I change. Après l'installation du délai temporel, on va installer un amplificateur de signal. Je n'aurai pas le temps dans ce webinaire de vous montrer comment implanter un filtre du faible bruit à l'ANA. Je vais dans ces cas-là installer un amplificateur plus simple, type opérationnel non inverseur, composé des deux résistances R1 et R2 et d'un ampli-up, d'accord, amplificateur opérationnel idéal, type idéal. C'est-à-dire I moins est égal I plus égale 0 et V moins égale V plus, comme vous savez. En appliquant la première loi de Kirchhoff en EA, cela nous donne que les sommes des courants sortants égale 0, ou bien cette équation qui nous aboutit à trouver la relation entre V sorti amplifié et V entrée. Évidemment, V sorti, c'est 1 plus R2 sur R1, V entrée. Si par exemple R2 égale R1, on amplifie l'entrée deux fois, c'est-à-dire 1 plus 1 multiplié par VE. Si par exemple R2 égale 2R1, dans ce cas, VS sera 3VE. D'accord? Et ainsi de suite. Maintenant, on va implanter notre amplificateur opérationnel non inverseur entre la ligne de transmission TL qui crée les délais temporels et la charge 50 ohms. Pour cela, on clique sur Circuit Elements, on choisit notre amplificateur opérationnel. D'accord? On branche l'entrée et la sortie de ces amplificateurs. Ensuite, évidemment, on connecte R2 qui ferme la boucle négative et ici R1 comme indiqué exactement dans la partie théorique. D'accord? On les nomme ici R2 et celui-là on la nomme R1 et évidemment, pardon, on a besoin d'un probe pour visualiser la tension à l'entrée de notre amplificateur. C'est pour cela qu'on clique sur cette branche, ensuite on clique sur probe, on change son direction, on double-clique et on le nomme V entrée, par exemple. Ici c'est pareil, à la sortie, on le nomme V sortie. Par défaut, R2 et R1, c'est 50 ohms. Dans ce cas, V sortie va être dV entrée. Il y aura une amplification deux fois. Tandis que si R2 égale 2R1, V sortie c'est 3V entrée. Donc dans ce cas, R2 sera 100 ohms. Pour éviter tout le temps à changer manuellement R2 sur des valeurs bien déterminées, on peut par exemple faire un balayage de résistance. On clique sur Parameter Sweep, New Sequence, et dans New Sequence ou bien Sequence 1,
On clique sur New Parameter et on choisit le paramètre RD à changer. RD, on va mettre 4 valeurs entre 50 et des 100. Pour cela, il faut choisir 4 échantillons. Donc c'est 50, 100, 150 et des 100. Donc voilà, nous sommes prêts à lancer la simulation. Mais juste avant, je profite pour vous montrer les composants semi-conducteurs qui existent ici et qui nous permet de faire monter un amplificateur LNA. Par exemple, ici, on a le transistor effet des champs, transistor bipolaire, NMOS, PMOS ici, diode Zener, thyristor, diode Schottky, etc. Et en plus, si par exemple on choisit un bloc de diodes, on peut importer de l'extérieur les modèles qu'on veut. Donc on revient et on clique sur Start. Donc une fois la simulation est terminée, on peut arriver et cliquer sur Navigation Tree, aller directement aux Tasks et cliquer sur TD Voltages, Time Domain Voltages. D'accord? Pour voir la tension en fonction du temps. Donc ça, c'est V sortie. Évidemment, on a 4 V sorties qui correspondent à 4 valeurs de R2. Et ce qui nous intéresse, c'est V entrée et V sortie. Donc ça, c'est sans doute V entrée. Donc V entrée 2, V entrée 3, V entrée 4 et 5 sont pareils. Pourquoi? Puisque V entrée est indépendant de R2. Tandis que V sortie est égal 1 plus R2 sur R1 multiplié par V entrée. Donc, à chaque valeur de RD, on voit ici dans Result Navigator, on trouve R2 150, 50 ohms, des 100 et 100. Donc, on trouve ces 4 valeurs, d'accord, de R2. C'est clair, par exemple, celui-là, qui est V sortie 5, ici 5, qui correspond à R2 égale des 100 ohms. Celui-là, sans doute, c'est les 150. V sortie 4, 150, et ainsi de suite. D'accord? Pour regarder ou bien être sûr des valeurs des V sorties en fonction des V entrées, on peut ici, par exemple, mettre sur l'entrée un axe et ce qui nous indique la valeur des V entrées à 1.22. On peut zoomer un peu plus ici pour être sûr. Donc, c'est celui-là. Donc, ça, c'est V entrée. Et on zoome sur cette partie. C'est bien. Ça, c'est les V sorties V5. Donc, de nouveau, on trouve que si V entrée, c'est 1.274 volts, V sortie avec, nous, on visualise cette couleur qui correspond à V5, je répète, où R2 égale des 100. Donc, théoriquement, V sortie dans ce cas est égal à combien? À 5 V entrée. Donc, c'est bien, 6.398 est égal 5 fois 1.274. Passons maintenant à la conclusion. Je vous ai montré que CST Studio Suite permet de concevoir des dispositifs électromagnétiques comme des antennes. Pour cela, j'ai réalisé une simulation électromagnétique de l'antenne dans son environnement. J'ai également modélisé la partie schématique électrique et j'ai les couplé avec la partie 3 dimensions avec la co-simulation, par l'utilisation des co-simulations. En complément, la suite CST Studio Suite possède un logiciel complémentaire, Antennamagus, qui possède une librairie de plus de 350 antennes 3 dimensions complexes utilisables dans la partie simulation électromagnétique 3 dimensions des CST Studio Suite. Si vous êtes intéressé par ces logiciels, merci de nous contacter.
Pour rappel, Keonis est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous supporter et vous former à l'utilisation des produits de Dassault Systèmes. Concernant les formations disponibles dans nos agences, sur votre site ou en ligne, nous vous proposons les 4 formations suivantes. Introduction à CST Studio Suite, CST Studio Suite micro-ondes et antennes, compatibilité et interférence électromagnétique et finalement EDA électronique. Notre prochain webinaire sera disponible le mardi 5 avril et concernera la consultation des données 3 dimensions et des dimensions sur CATIA V5. Si vous avez des questions sur ces webinaires, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse 3dx@keonis.com et merci de votre attention en espérant que ces webinaires vous aient plu. Bonne journée.